Je vais commencer déjà par faire un petit rappel de ce qui est techit.io. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'événement sans vraiment savoir ce que c'est. Donc nous, Techit, on organise des événements networking dans le secteur de la tech, mais on est avant tout une plateforme digitale. Donc on a un réseau social spécialisé dans le secteur. Et donc sur ce réseau, vous avez les possibilités de networker comme sur n'importe quel réseau, mais il y a aussi nos entreprises partenaires avec des offres d'emploi, des actualités et le listing de tous les événements qu'on organise. Voilà. Donc aujourd'hui on a deux tables rondes. Donc là c'est la première qui va porter sur le marché de la tech à Nantes. Donc on va essayer en 30 minutes chrono, ce qui est un exercice assez difficile, de balayer quelques sujets comme du coup l'écosystème, comment dire, la dynamique un petit peu du marché, les tendances sur les technos notamment, ce qui est recherché. On va faire aussi un petit aparté sur l'alternance et les profils en reconversion. Voilà. Et enfin, les différents enjeux avec là un sujet sur la femme dans le secteur de la tech. Parce qu'il faut savoir que Techit, organise le 13 mars prochain un événement tech au féminin, donc 100% féminin, pour mettre en avant un problème qui est inhérent au secteur. Voilà. Du coup, je vais laisser les différents intervenants avec moi se présenter. Je vais commencer par Eric. Bonsoir, je suis Eric Kodjo Evenia, donc expert technique data, big data et consultant indépendant. Donc ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le domaine avec 5 ans passés à Rennes et 5 ans à Nantes. Donc pour la petite anecdote, je suis arrivé sur le marché nantais en début de la période Covid. Et voilà, j'ai commencé comme développeur big data, donc pour mettre en place des chaînes de traitement de données massives. Et ensuite, j'ai complété mon profil avec du data ops et de l'expertise technique sur les technos. Donc actuellement, je travaille avec des clients comme Orange Business Service, j'ai fait le Crédit Agricole, My Money Bank, Air France KLM et actuellement, plus récemment, l'entreprise Bouygues Télécom. Et à côté, je donne des formations sur ces technologies Big Data dans des écoles ou en entreprise, et particulièrement dans des écoles pour des profils en reconversion vers le métier de la tech. Bonjour à tous, moi c'est Estelle Benveau, je suis responsable des relations entreprises pour Ada Tech School. On est un réseau d'écoles présent à Paris, Nantes et Lyon qui accompagne donc des personnes sur une formation en développement informatique. La particularité, donc, c'est qu'on accompagne principalement des personnes en reconversion professionnelle. C'est un peu plus de 80% des personnes qui sont en formation chez nous et notamment des femmes. On a aujourd'hui en moyenne 65% de femmes dans nos promotions. Et donc mon rôle chez ADA, c'est d'échanger quotidiennement avec des entreprises, à la fois du côté RH pour du recrutement, mais aussi des profils un peu plus techniques qui vont nous accompagner sur des actions pédagogiques et nous aider à faire en sorte que nos formations soient au plus proche des besoins du terrain et de l'écosystème, notamment à Nantes. Voilà. Et Pierre Chauvel, moi j'assure l'expertise technique CMS chez Capgemini à Nantes et pour la France. Et voilà, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le domaine. Voilà, je ne veux pas m'éterniser, qu'on puisse attaquer. Eh bien, attaquons, rentrons dans le vif du sujet. Je vais me tourner vers toi, Eric, parce que tu dis que du coup, ça fait 5 ans que tu es arrivé du coup, dans le bassin nantais. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique un petit peu du secteur et de son évolution depuis 5 ans? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la dynamique du marché nantais? Moi, principalement, j'ai eu à travailler surtout avec des clients qui étaient dans le secteur bancaire et celui des télécoms. Et ce qui m'a le plus agréablement surpris ici, c'est l'appétence à vouloir aller rapidement vers des nouvelles technologies, en fait. Dans certaines autres entreprises, on remarque une certaine frilosité pour aller vers de nouvelles technologies. Et ici, dans la plupart des entreprises, on y va en fait et on fonctionne en mode fail fast, c'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer les mécanismes pour rebondir en cas d'échec. Et dès qu'il y a de nouvelles technologies qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, on teste et on essaie d'aller de l'avant en fait. Donc on a un marché assez dynamique ici et en tant qu'indépendant, je pense que quand on a les compétences nécessaires et qu'on se forme surtout dans certains secteurs de niche, il y a toujours du business à faire et voilà, il y a des collaborateurs avec qui on peut travailler tout le temps.
Côté formation, est-ce qu'on ressent aussi, Estelle, ce dynamisme? On le ressent effectivement. ADA a ouvert à Nantes en octobre 2022 et très vite, on a pu compter sur beaucoup d'entreprises qui sont venues nous accompagner sous l'ouverture. On travaille avec vraiment plein d'entreprises du bassin, Capgemini notamment, BPCESI, Akeneo, VH, Kipcode, enfin voilà, on peut pour en citer quelques-uns. Mais c'est vraiment des entreprises qui ont très vite compris le projet ADA et ont voulu s'investir auprès de nous. Et on se repose aussi sur un écosystème associatif assez fort à Nantes. Je pense que si je parle de la French Tech ou de la cantine, ça parle à tout le monde. ADN West également, qui sont vraiment des associations qui sont là pour porter la filière du numérique dans la région. Et à travers tous les événements qu'ils mettent en place, c'est vrai que nous, on peut facilement être au sein de l'écosystème, c'est agréable. Et Pierre, toi, ça fait du coup 15 ans que tu es sur ce secteur. Est-ce que ça fait 15 ans que tu es à Nantes? Non, alors je suis nantais, mais je suis entré à Nantes en 2018. Et pour moi, le dynamisme est présent depuis longtemps à Nantes. Alors Capgemini est un des acteurs importants avec... on est 2800 à Nantes, on a fait presque 700 recrutements l'année dernière, plus 120 alternants ou stagiaires. Ça montre qu'il y a des besoins et au-delà du bassin d'employabilité, je pense qu'il y a un vrai dynamisme en termes d'événements, pas seulement les grands, on en a cité quelques grands, mais on a aussi le DevFest à Nantes qui est un des grands événements, mais aussi des plus petits. On commence à sentir un peu l'après-Covid avec des plus petits événements, des meet-up. On a plein de communautés à Nantes, dans toutes les technos. Il y a des événements qui arrivent à être tenus mensuellement à hauteur de 10-20 personnes, mais sur des points d'expertise, des REX. Et ça permet d'avoir une communauté qui est vraiment totalement transversale aux entreprises et aussi aux salariés et aux étudiants. Et c'est une richesse à Nantes dont il faut absolument profiter, avec également la présence de nombreuses écoles portées sur le développement informatique ou l'IT. Juste pour ajouter une chose, dans le secteur de la data, il y a le salon de la data et de l'IA chaque année à la rentrée qui attire beaucoup de monde aussi. Et sur le secteur plus entreprise, est-ce qu'il y a un secteur qui ressort et qui du coup permet une certaine attractivité, notamment du coup dans le domaine de la tech. Par exemple à Toulouse, il y a Airbus qui ramène vraiment beaucoup d'attractivité. Est-ce qu'à Nantes il y a certaines entreprises qui ramènent d'autres, ou c'est vraiment plus on va avoir des grosses boîtes, des plus petites boîtes pardon, et des grosses ESN également comme Capgemini qui est présent? Comment ça se passe? Alors, moi je pense qu'il y a un historique, dans le sens où tu parlais de la banque. Nous, la proximité de Niort fait qu'effectivement, on peut avoir pas mal de clients autour de la banque et de l'assurance. Pour parler du cas Capgemini, historiquement, on est aussi très présent à la SNCF. On a un centre de service SNCF qui est très important à Nantes. On en a d'autres pour d'autres domaines. Je dirais que c'est pas forcément... Alors, il se trouve que Banque Assurance est effectivement localisée à Niort. Alors, c'est pas Nantes, du coup, mais pour nous, ça marche ensemble. La SNCF, c'est effectivement très présent à Nantes, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres clients nantais, mais qui ne sont pas forcément adressés par des personnes, des développeurs nantais. C'est-à-dire que je pense que le Covid a certainement... surdévelopper cette attitude, mais dorénavant, entre le Covid qui a développé le télétravail et le manque d'expertise, on va avoir des équipes qui sont décentralisées, positionnées un peu partout en France pour répondre à des secteurs qui ne sont pas forcément nantais. Donc pour moi, il y a moins la présence de la localisation pure nantaise, aussi bien en termes de prospects ou clients que d'expertise technique. Et ça, cette problématique, finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est inhérent au secteur de la tech, dans le sens où on va avoir beaucoup de télétravail, que ce soit pour le développement web, pour le secteur de la data? Est-ce que c'est quelque chose qui va être inhérent au secteur de la tech, donc pas forcément que sur le secteur, sur le marché de Nantes, quoi? Alors, oui, évidemment, c'est le télétravail s'adapte. Alors, typiquement, pour ma part, bien avant le Covid, j'étais 100% télétravail pendant des années. Le Covid n'a rien changé dans ma situation à ce sujet-là. Évidemment, si j'étais maçon, ce serait moins évident.
on est dans un domaine où c'est tout à fait, c'est très adapté, avec des petites exceptions. Pour l'anecdote, j'ai vécu au Canada et je travaillais du Canada avec des clients français. Ça permettait de gérer les astreintes avec 8 heures de décalage horaire. Et là, on découvre des problématiques auxquelles on n'avait pas pensé. C'est qu'on n'y arrive pas et le lendemain, le client dit on s'est fait hacker toute la nuit par le Canada, ils ont accédé au serveur, on ne sait pas comment, parce qu'effectivement, il faut revoir un peu le niveau de sécurité et comprendre qu'on a des intervenants qui ne sont pas forcément dans le même pays. Mais donc oui, évidemment que le télétravail est hyper adapté à notre situation et ça a permis de décentraliser un peu l'expertise et on a moins des fiefs géographiques, soit d'expertise technique, soit même de domaine de prospects ou de clients. La transition du coup est toute trouvée sur en fait les compétences qui sont recherchées aujourd'hui. Je vais me tourner vers toi Estelle, comment dire, dans formation à Adatech, est-ce qu'on va se tourner vers certaines technos, vers certaines stacks, ou est-ce qu'on essaye de rester quand même assez large? On est assez large sur le premier module de la formation parce qu'on accompagne des personnes en reconversion qui n'ont pas d'expérience dans le secteur. C'est important pour nous de leur transmettre les bases de la programmation et surtout la logique de la programmation. Donc on va vraiment s'atteler à leur transmettre cette logique-là à travers différents langages, d'abord du HTML, CSS, SQL et après du JavaScript, du Python. Il y a différents langages qui sont abordés et il y a aussi une curiosité qui est transmise où on leur laisse du temps et de l'espace de mener des projets personnels et d'aller explorer des frameworks et d'autres langages s'ils le souhaitent. On a vraiment des apprenants et apprenantes qui prennent différents chemins à la suite de la formation, mais de manière générale, nous, on leur donne les bases du full stack et après, eux, ils sont libres d'aller explorer différents langages. Et à Nantes, on remarque notamment que c'est Java qui, ces derniers temps, vraiment est un peu le langage qui est demandé dans beaucoup d'offres d'emploi. Ouais, moi, j'ai aussi ce sentiment partout que j'aille sur les événements, que ce soit Strasbourg ou Lyon, j'ai surtout le Java qui ressort à chaque fois. Parce que Java aujourd'hui c'est vraiment la techno phare du moment, enfin depuis certaines années, mais j'ai l'impression que toutes les entreprises recherchent Java. Est-ce que c'est une réalité Alors dans la data, le langage phare c'est plutôt le Python. Parce qu'il est utilisé que ce soit dans le data engineering que dans la data analyse ou de la data science. Donc c'est plutôt Python qui est le langage phare, mais en fait, avec l'arrivée du big data, il s'est fait que beaucoup de profils qui étaient à la base software engineer se sont reconvertis dans la data à cause des nouvelles technologies qui se sont rajoutées au stack des équipes data, notamment les technologies en traitement distribué, en stockage distribué, et tous les nouveaux frameworks du type Apache Spark, Kafka, Flink ou Apache Hadoop en fait. Donc toute cette technicité supplémentaire a fait en sorte a entraîné le fait que beaucoup de software engineers ont dû se reconvertir pour apporter toutes les bonnes pratiques du software engineering au data engineering en fait. Donc la tendance actuellement tend à un peu s'inverser parce que tous ces outils-là ont été en griffe adaptés pour être plus accessibles à des gens qui venaient plus du monde SQL, de la base de données. Et on a tout un concept aujourd'hui qu'on appelle la moderne data stack, que ce soit sur des plateformes on-premise ou dans le cloud, en fait, qui tendent plus à remettre le SQL au centre et à rendre ces outils un peu plus accessibles. Mais Python reste aujourd'hui le langage phare du data engineering et de la data, en fait. Ouais, moi, un petit mot là-dessus. Je pense qu'effectivement, alors Java, c'est pas la nouveauté. Maintenant, c'est pas pour autant quelque chose de dépassé. Loin de là, c'est hyper présent partout. Faut pas oublier que même si on est dans un domaine qui évolue hyper rapidement, on peut avoir des énormes clients qui ont des systèmes qui utilisent des technos. Alors, ça m'ennuie d'utiliser ce terme pour Java parce que c'est pas du tout le cas, mais qui ne peuvent pas changer de techno comme ça du jour au lendemain. Les nouvelles tendances, les nouvelles technos, même si 3 ans, 4 ans d'existence pour une techno, c'est déjà pas mal dans notre domaine, c'est pas pour autant que tout le monde va switcher là-dessus. Donc Java est ni dans une situation ni dans l'autre, c'est-à-dire que c'est ancien, ça existe depuis longtemps, mais c'est encore très très pertinent et présent partout et de façon légitime à juste titre. Faut savoir que Capgemini peut avoir des clients aujourd'hui où on intervient sur des systèmes COBOL qu'on essaye de migrer depuis des années. Et COBOL, on considère que ça n'existe plus. Aujourd'hui, on se pose la question pour savoir
Et si je pose des questions COBOL à mon IA, est-ce qu'elle va m'aider? Et alors, en l'occurrence, spoiler, la réponse est oui. Mais donc, les dernières tendances, Java n'est pas forcément la dernière tendance, mais encore très présent. Il y a tout à fait un marché pour les développeurs Java. Capgemini recherche régulièrement de l'expertise Java. Et je dirais que moi, côté pur code, ou justement pas pur code, il y a aussi une vraie tendance sur le no-code. Et le no-code, ça ne veut pas dire que ça s'adresse à des non-développeurs, puisque alors, il est vrai que certains non-développeurs sont persuadés que no-code, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de code. En réalité, évidemment qu'il y a du code à un moment pour que ça fonctionne. Et il y a une vraie expertise. Moi, mon domaine, c'est plus le CMS, et des vrais besoins sur le no-code, qui va avoir aussi une opportunité de customisation avec, pour le coup, du vrai code. Juste pour ajouter quelque chose par rapport aux langages qui sont les plus demandés dans la data actuellement. Côté data engineering, on a toujours un peu de Java quand même, mais aussi un peu de Scala. Il fait partie des langages de programmation fonctionnelle qui viennent un peu challenger le Java actuellement. Et on a beaucoup de plateformes data aussi qui sont orientées vers le cloud. Aujourd'hui, on demande beaucoup de compétences dans le cloud, que ce soit chez AWS, GCP ou sur Azure, et sur tous les services managés orientés data qui sont fournis par ces providers-là. Donc, ça va demander aussi beaucoup de certifications dans les recrutements et des gens qui ont de l'expérience, que ce soit des data analysts, des data scientists ou des data engineers qui ont déjà travaillé sur ces plateformes-là. Il y a un problème que je voulais soulever avec vous, c'est comment dire le problème au niveau des que ce soit les juniors, que ce soit les profils en reconversion, on voit quand même les entreprises qui demandent de l'expertise, de la seniorité. Alors déjà, est-ce que c'est une réalité? Et de deux, est-ce qu'on a des pistes pour régler ce problème? Je sais pas, mais on parlait notamment des certifications. Comment on fait pour régler ce problème? Alors, quand les entreprises demandent de l'expertise, c'est dans l'idéal parce qu'il ne faut pas oublier que le marché est quand même assez tendu actuellement. Les compétences vraiment expertes sont toujours aussi rares. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours du business. Et il y a certaines entreprises qui s'adaptent aussi, qui prennent des personnes qui étaient dans d'autres domaines. Un exemple de ça, ce sont les software engineers qui deviennent des data engineers. Et quand ils ont cette appétence à s'adapter, à toujours creuser pour mieux connaître les technos, en fait, ils arrivent à monter en compétence sur ces nouvelles technologies, deviennent des experts et voilà, ils s'adaptent au projet, en fait. Maintenant, beaucoup d'entreprises aussi n'hésitent pas à prendre des alternants, à les former, et pas juste techniquement, mais à les former à la culture de l'entreprise et derrière à leur proposer des CDI en fait. Alors c'est vrai que la majorité des offres aujourd'hui vont être sur des profils confirmés ou seniors. Pour autant, les chiffres sont là. Il y a plus de 200 000 emplois qui vont être créés dans la tech d'ici à 2030, je crois. Donc il y a aussi un besoin de profils juniors. Nous, ce qu'on fait à ADA, c'est une mission qui est au cœur des fiches de poste de tout le monde dans l'entreprise. C'est aller parler aux entreprises quotidiennement, aux recruteurs et aux managers pour les sensibiliser à des profils qui sont différents. L'expérience, il y a effectivement l'expérience technique sur le papier, mais elle peut être aussi ailleurs, notamment sur les profils en reconversion. Ils ont forcément des compétences transférables qui peuvent être utilisées sur leur nouveau métier. Ils ont aussi des projets personnels qui vont mener à côté ou une certaine attitude ou maturité professionnelle qui peut être mise en avant. Et donc, c'est ce travail de sensibilisation qui doit être fait auprès du secteur pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est junior ou alternant qu'on n'a pas quelque chose à apporter à l'entreprise et qu'on n'a pas des compétences, même si ce n'est pas celles qui sont parfois demandées en premier.
nous, sur la formation, on s'attache vraiment à donc, transmettre la logique de la programmation pour apprendre à nos développeurs à apprendre et à en faire des développeurs et des développeuses adaptables. L'école transmet les bases et après, c'est à l'entreprise d'aller professionnaliser la personne. Mais je pense que c'est important d'effectivement aller ouvrir ces critères de sélection. Et il y a souvent des belles histoires qui se créent quand on ne se ferme pas à un diplôme particulier ou à une école particulière ou une expérience particulière. Il y a plein de parcours qui sont riches et intéressants. Oui, alors moi je ferai une différence entre le junior et la reconversion, parce qu'effectivement la reconversion c'est pas du tout un junior. Alors c'est peut-être un junior s'il fait une reconversion dans le domaine du software development, mais en l'occurrence il faisait autre chose avant, et peut-être qu'il communiquait avec des clients dans un tout autre domaine. Typiquement quand on est développeur, c'est pas forcément notre spécialité, la communication avec le client ou la communication en général. Ça peut être hyper intéressant de récupérer des profils qui ont l'habitude, qui sont des bons communicants. Alors certes, qui sont juniors quand il s'agit de coder, mais justement, on va être là pour les accompagner. Donc la reconversion, chez Cap, on a fait pas mal de POE. Dès qu'on a un besoin spécifique sur une techno, on fait une POE, donc on intègre la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Ouais, c'est ça. Et on a toujours des bonnes surprises, surtout si c'est aussi une question de volonté. Il peut y arriver, on peut se retrouver dans des situations où des personnes sont un peu contraintes à la reconversion. Donc là, évidemment, c'est plus délicat, mais les personnes qui sont motivées, qui le font avec plaisir, et c'est pas forcément parce que leur activité est sinistrée ou leur métier, ou ils ont un problème physique qui leur permet plus de faire leur profession. Ça peut aussi être un déplacement géographique où leur spécialisation n'est pas présente dans leur ville. Donc ça, pour moi, c'est réel, ça marche. On a vraiment des super bonnes surprises et des personnes qui vont grimper les échelons assez rapidement, alors qu'il y a 2 ans, ils n'avaient jamais rien codé de leur vie. Et pour ce qui est de la vraie juniorité, c'est-à-dire le sortir d'école, j'ai jamais vraiment parlé avec un client, j'ai jamais concrètement développé quelque chose. Le fameux full stack, alors si on se met d'accord sur le fait que full stack ça veut dire généraliste, ok. Si ça veut dire spécialiste de tout, pour moi ça n'existe pas trop. Et donc quand on sort d'école, on va avoir une vision sur tout un tas de techno. Éventuellement on va avoir appris les bonnes pratiques. Une fois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, là, on va se spécialiser et c'est là effectivement que les certifications peuvent être importantes pour avoir une reconnaissance, alors pour soi, pour notre entreprise, mais aussi de plus en plus pour les clients. Je pense qu'on a de plus en plus des clients qui donc font appel à des ESN ou des agences ou peu importe pour avoir des développeurs qui sont incapables de valider la qualité du candidat. Il a un CV formidable qui a été bien tuné par son entreprise. Et une fois qu'il est en poste, finalement, c'est un peu la déception. Et comment on fait ? Les certifs, ça sert à ça. Il y a des certifs qui sont pertinentes, qui sont reconnues. C'est pas parce qu'on est certifié qu'on est expert, mais au moins on s'assure un minimum pour le poste. Et de plus en plus, c'est demandé par les clients qui vont demander un certain pourcentage de certification. Et juste un mot, je reviens sur la juniorité. Typiquement, nous, et je pense qu'Estelle peut en témoigner, Capgemini à Nantes, on prend énormément d'alternants, on prend énormément de stagiaires. C'est dans les objectifs de tous les projets. Et aujourd'hui, en tant que salarié junior chez Capgemini, on est sur un taux de 35% minimum par projet de junior. C'est une obligation junior qu'on va faire monter en compétences pour qu'à leur tour, il y ait une vraie culture de la montée en compétences, ils puissent accompagner des plus juniors qu'eux sur le projet suivant. Je voudrais rajouter que, alors, dans un premier temps, je renchéris sur ce que Pierre a dit, c'est que le fait qu'il y ait des personnes qui ont eu déjà beaucoup d'expérience dans d'autres domaines se reconvertissent dans la tech, ça apporte souvent beaucoup plus de soft skills dans les équipes, en fait, des soft skills qui souvent n'existent pas dans le secteur de certaines équipes techniques. Mais par contre, parfois, ça oblige un peu à adapter les contenus des formations. En tout cas, moi, je le fais à chaque fois quand je donne des formations sur nos technos. Adapter le wording et le contenu aux profils qui sont là. On a souvent certains présupposés par rapport à des prérequis qui devraient déjà exister quand on est face à des personnes sorties d'école. Et il faut parfois réexpliquer certaines bases
avant de commencer à aller dans les détails techniques en fait. Et même dans l'intégration en entreprise pour l'onboarding, il y a certaines bonnes pratiques qui permettent d'intégrer plus facilement, notamment le pair programming. Ça permet d'intégrer plus facilement, pas juste techniquement, mais aussi dans l'équipe en travaillant en équipe avec un collaborateur et en le regardant faire pour les premières tâches en collaborant avec lui avant de commencer à faire seul en fait. Le temps passe vite, du coup on va pouvoir passer aux enjeux du secteur. C'est un secteur qui évolue très vite. En 2-3 ans, il y a eu tout un tas d'évolutions, mais il y a un problème qui évolue pas si vite que ça, c'est quand même la place de la femme dans le secteur. Et du coup, je me tourne vers toi, Estelle. Vous, à ADA, qu'est-ce que vous mettez en place en fait pour essayer de pallier à ce problème ? Donc à ADA, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est en moyenne 65% de femmes dans nos promotions, mais on travaille sans quota. C'est pas un chiffre qu'on s'impose ou c'est vraiment naturellement que ce pourcentage se met en place. C'est à travers déjà un environnement d'apprentissage qui est sain et qui est adapté à ces profils et à ces personnes et à leurs besoins. Surtout qu'on est face à des femmes donc en reconversion professionnelle. C'est aussi grâce à une communication adaptée et surtout vraiment l'idée c'est de leur montrer que c'est un métier qu'elles peuvent faire et sur lequel elles peuvent s'épanouir. Donc on s'appuie sur des associations, des entreprises, des développeuses qui vont témoigner pour ADA. On a des personnes qui viennent tous les mois sur nos campus pour témoigner de leur parcours, pour donner envie à chacun et à chacune de suivre cette voie-là de la tech. Mais il est vrai qu'il faut pour ça que les entreprises, encore une fois, acceptent de s'ouvrir dans leur process et dans leur sourcing. Les statistiques, c'est moins 20% de femmes dans les équipes techniques, mais c'est aussi moins 20% de femmes dans les écoles ingénieurs ou dans les écoles post-bac. Donc, si les entreprises attendent que les femmes postulent, en fait, ça ne va pas forcément arriver. Donc, il faut mettre des choses en place, ou en tout cas ouvrir son prisme de recherche pour que les CV féminins arrivent auprès des entreprises. L'idée, c'est pas d'aller changer ces critères ou d'adapter le process de recrutement. Le test technique, il doit être le même, et ça, c'est certain. Mais il peut être anonymisé pour enlever certains biais discriminants. Il peut être aussi fait sur des job dating sans CV. C'est des initiatives qu'on voit de plus en plus et qui sont vraiment à valoriser. Il peut aussi être fait via des événements 100% féminins. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour s'assurer qu'il y a un peu plus de femmes dans les équipes. Et est-ce qu'on ressent quand même dernièrement, tu parlais que les entreprises soient plus ouvertes à ces choses-là, est-ce que tu ressens notamment récemment plus d'ouverture, plus de volonté d'aller vers ça ? Il y a de la volonté, oui. On a à Lyon, sur notre campus de Lyon, la semaine dernière, fait un club métier où on a échangé avec une dizaine de professionnels du secteur. Le constat, il est qu'il y a l'envie, il n'y a pas forcément toujours les ressources, ou en tout cas, on ne sait pas par où commencer. Il y a plein de choses à mettre en place. Pour l'instant, assez peu de choses déjà en place. Mais là, il faut s'appuyer, c'est sur son réseau. Vraiment, ce qui a été constaté, c'est que France Travail, Transition Pro, il y a de plus en plus d'organismes publics qui se penchent sur ces sujets de la féminisation et de la reconversion. Il faut s'appuyer sur les programmes qu'ils mettent en place. Il faut aussi s'appuyer sur les écoles qui ont souvent des programmes également en place. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire, mais il y a en tout cas de plus en plus de sensibilisation qui sont faites. Et la sensibilisation, elle n'est pas que RH, elle n'est pas que auprès des recruteurs, elle est aussi auprès des équipes, auprès des managers, auprès des développeurs et des personnes qui seront qui vont partager le quotidien de ces femmes qui seront développeuses plus tard, quoi. Super, merci pour cette petite aparté. Et enfin, on va terminer du coup sur le dernier sujet, c'est sur les tendances qui arrivent. On a vu déjà l'intelligence artificielle bien ancrée dans notre quotidien, dans le quotidien du secteur. C'est que le début de l'IA. Je pense que Eric est très, très bien placé pour en parler, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de toutes ces évolutions et de leur impact sur le secteur ?
Alors aujourd'hui, l'IA se révèle surtout être un formidable outil d'accélération de la productivité en fait. Donc c'est l'assistant en griffe idéal. Donc beaucoup de développeurs l'utilisent, que ce soit pour débugger du code. C'est devenu un peu le remplaçant progressif du moteur de recherche. Beaucoup de développeurs ne vont plus sur Google chercher tel ou tel problème, mais ils interrogent directement ChatGPT ou leur outil d'IA. Alors, sur le fameux débat du est-ce que l'IA va remplacer les développeurs ou pas, la complexité dans tout ça, c'est qu'on n'a toujours pas vu totalement ce qu'est capable de faire l'IA, en fait, parce qu'il y a toujours de nouvelles évolutions qui parfois vont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, à l'étape où on en est actuellement, c'est surtout un très bon assistant et c'est juste cela aujourd'hui, en fait. On ne peut pas encore dire aujourd'hui que l'IA peut remplacer des ETP à temps plein, en fait. Donc, par contre, comment dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, on laisse les technologies évoluer et après, on est en adaptation perpétuelle. Peut-être que ces nouvelles technologies nous invitent aussi à repenser nos modèles de société, la place du travail dans nos sociétés, et maintenant orienter les nouvelles innovations plus dans ce sens-là, dans le sens de la vision qu'on a du travail dans la société. Ouais, moi, j'ajouterai un tout petit mot sur l'IA pour dire que, bon, tu as cité ChatGPT, donc je vais citer Copilot, mais faut garder en tête, comme le nom copilote l'indique, que c'est pas le pilote l'IA, ça va être le copilote, et ça veut dire au moins deux choses. C'est que soit en tant que junior, il va être là pour vous aider, mais donc pas pour vous remplacer. Attention, on voit de plus en plus de lead tech qui se retrouvent à corriger des MR qui ont été intégralement générés par une IA. Et ça se voit au premier coup d'œil, c'est impossible que mon junior m'ait pondu autant de lignes de code. Et en plus de ça, ça ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas perdre en tant que junior. Attention, ça ne va pas remplacer, mais ça va m'aider. Ça va vraiment m'aider. Et potentiellement, moi, pour avoir joué avec sur des technos dont je n'ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne, ça peut aider aussi, expertise dans une autre techno avec des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sont quand même relativement communes entre les langages, à découvrir, à apprendre un nouveau langage. Mais attention à toujours avoir cet œil critique et expert. Donc l'IA est dorénavant présent partout. Je suis à peu près persuadé que nos développeurs d'aujourd'hui, s'ils ne le font pas déjà, ne devraient plus développer comme ils le faisaient, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. On devrait tous avoir un IDE en tant que développeur avec un copilote ou une solution d'assistance. Et effectivement, pour l'instant, c'est un outil. On est encore loin de la crainte du remplacement. Et c'est un outil formidable pour faire tout un tas de choses, pour faire les choses qu'on ne fait jamais. Les tests automatisés, travailler sur la dette technique. C'est plein d'opportunités. Et sur le code legacy. En réalité, la notion de contexte permet, je citais COBOL tout à l'heure, de donner cette quantité de contexte à l'IA pour pouvoir modifier un code existant. On se retrouve dans des situations où j'ai un code legacy, il y a une migration qui est en cours, ça va prendre du temps. En attendant, là j'ai un bug critique, il faut le corriger, mais on ne va pas tout refaire maintenant. Donc il faut le corriger à la sauce du code actuel. Eh bien, l'IA elle va nous aider dans ce sens-là, c'est-à-dire faire quelque chose contextuellement de bien par rapport à l'existant. Je ne vais pas tout refactoriser. Je ne vais pas pouvoir mettre toutes les bonnes pratiques, donc je fais quelque chose de cohérent qui va me permettre de tenir jusqu'à la prochaine migration. Bon bref, l'IA c'est pas nouveau, mais c'est encore la tendance, et effectivement tous les mois on a une nouveauté, quel que soit le langage, quelle que soit la techno. Sur l'IA, il faut être systématiquement à jour. Et par rapport à l'IA, il y a une tendance aussi dans les entreprises actuellement à entraîner des modèles existants sur leurs données métiers et avoir leur propre chatbot d'entreprise. Certains vont plus loin jusqu'à avoir des versions de copilotes qui sont plus adaptées à leur domaine, qu'ils soient métier ou technique en fait. Et voilà, on aura aussi besoin d'ML engineers qui sont capables de déployer ce genre de modèles, de les entraîner et de les maintenir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois pour cette superbe table ronde.